Alors, la genèse de la mémoire du Petit Prince, c'est quelque chose d'assez simple. J'ai un petit panthéon personnel dans lequel on trouve des gens comme Antoine de Saint-Exupéry, Jean Zay, Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne, et Jean Moulin. Ces quatre personnages ont un point commun, ils sont tous incandescents. Ils ont tous fini de façon assez tragique. Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne, a été tué en septembre 14 sur le front. Saint-Exupéry n'est pas revenu de sa dernière mission dans les circonstances que l'on sait. Jean Zay a été assassiné à peu près au moment du débarquement par les sbires du gouvernement de Vichy. Et Jean Moulin a fini lors de son transfert à Berlin, alors que faute d'avoir pu le faire parler, les nazis cherchaient à expérimenter sur lui le pentotal, qui était une drogue chimique destinée à faire parler les gens qui ne parlaient pas. Donc ça, c'était un peu la première chose. Et sur ce plan-là, quand on observe, quand on analyse l'œuvre de Saint-Exupéry comme celle d'Alain Fournier, ils ont un point commun supplémentaire. C'est la relation qu'ils ont à l'enfance. L'enfance est, chez l'un comme chez l'autre, quelque chose de très fort. Et cela dit d'autant plus qu'il ne s'agit pas d'une vision mièvre de l'enfance. On ne peut pas avoir une vision mièvre de l'enfance. Il y a des enfants qui arrachent les ailes des mouches. Chez eux, l'enfance est une sorte de posture par rapport à la vie. C'est une capacité à l'émerveillement permanent, comme si chaque chose était toujours vécue pour la première fois. Avec eux, avec Alain Fournier comme avec Antoine de Saint-Exupéry, on fait l'apprentissage de l'enthousiasme. Et on se retrouve à l'échelle de ces enfants que nous avons été ou que nous voyons défiler sous nos yeux, qui ont une capacité indescriptible à ouvrir sur le monde des yeux émerveillés. Et vieillir, c'est sans doute quelque chose qui n'a rien à voir avec l'état civil. Il y a des gens qui, à 20 ans, sont des vieillards. Il y a des gens qui, à 90 ans, sont des jouvenceaux. Vieillir, c'est cesser de s'intéresser aux autres, c'est cesser d'être curieux par rapport au monde, d'avoir envie de connaître, de savoir, de s'émerveiller et de transmettre. Or, vraiment, l'arme secrète, si j'ose dire, de ces deux penseurs, de ces deux écrivains, qu'ont été Alain Fournier et Antoine de Saint-Exupéry, c'est d'arriver à nous transmettre cet état d'enfance. Ça, c'est très simple. À la fin du Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry nous tend une perche. Il nous dit, voilà, le Petit Prince a disparu, mais si vous le retrouvez, faites-moi signe. Eh bien, j'ai décidé d'utiliser cet artifice qui consiste à saisir la perche qu'il nous a tendue à tous. Qu'est-ce que c'est, le Petit Prince? C'est un narrateur, un pilote perdu dans le désert, l'écrivain qui est Antoine de Saint-Exupéry, qui déroule l'espace des pages de ce livre, la vie du Petit Prince, depuis son apparition, lorsque le pilote se réveille dans le désert, jusqu'au moment où il disparaît. Eh bien, je me suis dit qu'il fallait faire l'inverse. C'est-à-dire, je retrouve le Petit Prince, et donc le Petit Prince renvoie l'ascenseur à son ami Antoine de Saint-Exupéry, et va se mettre à son tour à dérouler sa vie depuis son apparition, c'est-à-dire lorsqu'il sort du ventre de sa mère, jusqu'au jour où il n'est pas revenu de sa dernière mission en 1944, lorsque son avion s'est enfoncé pour une raison inconnue dans la rade de Marseille. Alors c'était très utile de faire ça parce que, outre la dimension poétique que ça donnait à tout ça, ça permet de faire que dans ce livre, La mémoire du Petit Prince, le lecteur soit totalement projeté dans la personnalité d'Antoine de Saint-Exupéry. En effet, comme c'est le Petit Prince qui parle avec mon aide, si j'ose dire, ou moi plutôt avec son aide, et que, fort naturellement, le Petit Prince tutoie son ami Antoine de Saint-Exupéry. De fait, quand vous êtes le lecteur de ce livre, vous devenez Antoine de Saint-Exupéry, puisque le Petit Prince, en s'adressant à vous, vous désigne. Vous êtes Antoine de Saint-Exupéry. Et ça, je le voulais pour ce livre. Je voulais incarner totalement Antoine de Saint-Exupéry et faire que le lecteur se trouve totalement
projeté dans son personnage. J'avais fait souvent la même chose en tant que narrateur pour Paroles de Poilu, il y a 12 ans. Quand on lit Paroles de Poilu, le narrateur qui fait les transitions, qui présente les notices, qui décrivent le profil de chaque poilu, tutoie le lecteur, et donc le lecteur devient tour à tour chacun des poilus qui font le livre Paroles de Poilu. Et que j'ai utilisé cette démarche un peu cousine germaine de Paroles de Poilu n'est pas le fait du hasard, parce qu'il faut bien avouer que derrière la mémoire du Petit Prince, alimentée avec tous les trésors de Saint-Exupéry, ses photos d'enfance, ses photos de famille, ses manuscrits, ses objets personnels, et aussi ses œuvres, ses verbatims, eh bien, c'est un peu un parole de Saint-Exupéry. À quoi bon parler de Saint-Exupéry si on ne lui donne pas la parole? Et la meilleure façon de lui donner la parole, eh bien, c'est de le citer. C'est de citer ses pensées, c'est de citer largement des extraits de ses différents livres, y compris des œuvres moins connues du grand public. Je pense à Citadelle, qui est pourtant en quelque sorte le testament d'Antoine de Saint-Exupéry, mais qui demande une aide parce que tel quel le livre a été inachevé. Saint-Exupéry avouait lui-même qu'il lui aurait fallu encore 10 ans pour le fignoler, le terminer. Et donc, il faut un peu aider le lecteur pour l'inciter à lire l'original, à revenir à la source. Mais peut-être lui donner un peu le meilleur par l'intermédiation du Petit Prince. J'ai un peu fait le pont en jouant au narrateur entre le Petit Prince et Saint-Exupéry. On est toujours du pays de son enfance, on l'oublie. Et c'est ce que Saint-Exupéry nous rappelle. Le problème est que les êtres humains, avec l'âge, avec la vie, il leur arrive en général deux choses. La première chose, c'est qu'il y a un âge où on bascule de l'âge d'enfance vers l'âge d'homme. Et pour beaucoup de gens, c'est un drame. Car l'âge d'homme, qui coïncide en général avec la fin de l'adolescence, l'entrée véritable dans l'âge adulte, eh bien, c'est le début des grandes concessions de l'âge d'homme. Et l'histoire du Grand Maulne, qui a trop souvent été résumée à l'histoire de la Fête étrange, qui n'est jamais qu'une des 4 parties du roman, c'est avant tout le récit d'un crash, d'un atterrissage forcé dans ce que Alain Fournier appelle la dure vie basse, l'âge d'homme. C'est aussi ce qui intervient dans la vie de tout individu. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et c'est ce que Saint-Exupéry décrit très bien dans des lettres qu'il écrit à sa mère sur sa fin de vie de lycéen. Il dit à un moment donné qu'il sent qu'il ne restera pas toute sa vie écolier et qu'il n'a peut-être pas trop envie de passer à autre chose. Il n'a peut-être pas trop envie de quitter ce territoire de l'enfance qui lui est si cher, qui est si cher au Petit Prince. Le deuxième problème, c'est qu'au fur et à mesure de leur vie et de leur expérience, les êtres humains ont tendance à accumuler les masques. Ils ont tendance à recouvrir l'âme de l'enfant qu'ils ont été avec des masques qui mettent entre eux et les autres individus une certaine distance, qui leur permettent d'asseoir leur pouvoir de séducteur, leur pouvoir hiérarchique, leur puissance. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Très souvent, quand je vois des hommes publics, je serais fasciné par le fait d'arriver à les interviewer afin de retrouver sous leurs masques, sous ces masques qui les protègent, ces armures qu'ils accumulent et qu'ils juxtaposent, de retrouver les enfants qu'ils ont été, de retrouver une certaine forme de fraîcheur, de spontanéité. Qui sont ces gens sous leurs masques? Alors ce qui est merveilleux avec Saint-Exupéry, c'est qu'il est conscient de tout ça, mais qu'il a toujours gardé son âme et sa posture d'enfant. C'est-à-dire qu'il ne s'est jamais totalement masqué jusqu'au bout. Jusqu'à la veille de sa dernière mission, je crois qu'il reste chez lui cette dimension de l'enfance, cette part d'enthousiasme, mitigée, parce que Antoine de Saint-Exupéry est en même temps un grand dépressif. C'est un écorché vif. C'est un écorché vif existentiel. Mais ça n'empêche pas que dans ses démonstrations d'amour, de camaraderie, dans la posture qui est la sienne par rapport au monde, par rapport au devenir du monde,
dans sa posture d'écrivain, on retrouve en permanence ce profil de l'enfant qu'il est, qu'il a été et qu'il n'a jamais cessé d'être.